bienvenue dans ce nouvel épisode des Gros Mots. Je suis super heureuse parce qu'aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité. Il s'appelle Mike. Il a plein de choses géniales à nous raconter. Salut Mike. Salut Nens. Très contente de t'avoir sur ce podcast, enfin. Très content d'être ici, ça valait le coup d'attendre. Alors, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est est-ce qu'il y a un ou des gros mots dont tu as envie de parler avec moi aujourd'hui ? Moi, je dirais l'incertitude. Parce que c'est le résumé de toute ma vie, de ce que je vais raconter là aussi. Donc, je pense que c'est le bon mot. Ton histoire, elle commence à Madagascar ? Ouais. Ok, parce que t'es malgache. Tout à fait, et fier de l'être. Elle commence à Madagascar. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'étais là-bas, comment ça se passait ? Alors, moi, je suis fils unique à la base. Donc, je vivais avec mes deux parents. On n'était pas riches. Mais comme il n'y a pas de classe moyenne à Madagascar, on peut dire que j'étais quand même... j'étais pas à plaindre et plutôt aisé quand même dans la famille. Donc, j'étais assez capricieux. J'avais un peu ce que je voulais. Donc, j'étais un peu le chouchou de tout le monde, de mes grands-parents, de mes cousins et tout. Donc, ouais. La vie là-bas vous plaît, mais tes parents prennent une décision un jour. Ouais, parce qu'au vu du contexte du pays, ça veut dire que tu sais jamais comment ça va évoluer. Donc, on était bien, mais ils envisageaient un avenir meilleur pour moi, une stabilité. Donc, ils avaient réfléchi au fait de partir vivre en France pour un meilleur avenir pour moi. Vous décidez de partir ? Exactement, ouais. Tu pars avec qui ? Alors, je pars avec ma mère pour faciliter le visa. Donc, partir à deux. Et mon père doit nous rejoindre quelques mois après pour se réunir et faire notre vie ici. Du coup, donc, on a tout vendu. Ok. À quel âge tu pars de Mada ? Je pars à 9 ans. Donc, c'était en août et je fêtais mes 9 ans en septembre. En juillet, pardon, et je fêtais mes 9 ans en septembre. Et j'arrive donc ici à 9 ans. Comment ça se passe quand tu dis au revoir à ton père ? T'es plutôt serein, tu te dis je vais le retrouver ? Alors, ce qui se passe, c'est que comme partout dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, t'as l'idéalisation de la France. Donc, t'arrives et donc, franchement, pour moi, c'était pas au revoir, c'était à bientôt. Mais j'avais plus hâte de prendre l'avion et d'aller en France. Et donc, c'était joyeux, c'était un au revoir joyeux. On était contents parce qu'on allait réaliser le fait de m'envoyer en France. Et donc, on se doutait pas de ce qui allait se passer après, mais c'était joyeux, quoi. Ok, vous arrivez en France, du coup, toi et ta mère. Oui. Comment se passe l'arrivée en France ? Alors, au début, bah forcément, t'es content, tu découvres la France, la France, que tu idéalisais tant. Et ensuite, la réalité est pas vraiment la même chose que ce que t'attendais. Parce qu'on est hébergé chez des gens, chez des amis, donc c'est gentil de nous héberger, tout ça. Mais au fur et à mesure, quand t'es chez quelqu'un, forcément, il y a des tensions qui se créent, ils ont besoin de leur intimité. Toi, t'as l'impression d'être en trop, enfin nous deux, ma mère et moi. Et donc, on envisage de quitter les personnes chez qui on habite. Mais en même temps, ils étaient contents de recevoir notre loyer. Donc, c'était un peu compliqué. C'était un peu un mini clash à ce moment-là. Donc, ma mère a dû se débrouiller pour qu'on puisse partir de là. Vous avez vécu un petit peu chez ces gens-là. Toi, t'as 9 ans. Est-ce que tu rentres à l'école directement ou est-ce que ça prend un peu plus de temps que prévu pour que tu y rentres ? Alors non, justement, en écoutant un peu les conseils de la diaspora, parce que c'est ma mère s'accrochait à ça, parce qu'elle y connaissait rien de la France, les gens lui déconseillent de m'inscrire parce que t'as pas pour les papiers, pour les démarches administratives, ils vont te renvoyer à madame, machin. Donc tout le monde lui déconseille. Elle écoute au début et finalement, elle en fait qu'à sa tête et elle m'inscrit. Donc j'ai 1 mois de retard, j'arrive en octobre. Ça va en soi ? Ouais, mon CM1, toujours atteint un mois, ça va. Et en plus, j'étais dans une école française à Mada, donc j'avais déjà suivi le programme pour les années précédentes. À quel moment est-ce que... Enfin, parce que du coup, t'es archi jeune quand tout ça arrive. Est-ce que tu comprends que vous avez pas les papiers, qu'il y a une situation qui est pas encore régularisée ? Alors, au début, non. Donc, quand j'arrive, pas du tout. Même ma mère me le dit pas comme ça. Elle me dit juste, on parle pas de notre vie aux gens. Tu parles pas de ta vie aux gens. Tu fais attention. Tu fais attention. Tu fais ta vie, mais pas notre vie privée, pas notre vie de famille. Tu parles pas de papa, tu parles pas de moi, tu parles pas de toi. C'est un peu plus tard que la situation, elle me l'évoque un peu plus quand j'arrive au collège, où elle m'en parle et elle m'explique qu'il faut pas en parler aux gens. Parce qu'on est dans une situation où on n'est pas vraiment dans les règles
et que ça peut nous porter préjudice si on parle un peu de notre vie, quelqu'un peut nous la faire un peu à l'envers. Donc là, c'est motus et bouche cousue sur le sujet. Ok. Quand vous êtes arrivé en France, il y avait un contact quand même avec des personnes de votre communauté de aussi. La diaspora, ouais. Comment ça se passe? Vous avez des contacts quand même en France, de personnes proches de vous? Une partie, mais comme c'est très nouveau pour nous, même si c'est la diaspora, tu racontes pas toute ta vie non plus, tous tes problèmes. Donc c'est un pas en avant, un pas en arrière, quoi. Tu poses des questions sur comment peut-être se régulariser, comment ce machin, est-ce que j'inscris mon fils à l'école, mais en même temps, n'en dis pas trop, parce que voilà, et il y a aussi ce côté pudique qu'on a, mes parents et moi, sur notre vie en général. Donc, on contacte, on demande à des gens, mais on n'a pas vraiment de très proches. C'est plus des connaissances, et souvent tu t'accroches à la diaspora parce que tu es dans un pays que tu connais pas. Tu connais que la langue. Ouais. T'es rentré à l'école avec un petit mois de retard, tout va bien. Ta mère, elle bosse, voilà, elle fait son max. Est-ce que tu vois les premières difficultés arriver? Les premières difficultés que je vois, c'est chercher un appart. Mais le reste, à ce moment-là, en fait, il y en avait, je le découvre après, mais ma mère voulait vraiment me protéger. Son but, c'était que je sois focus sur mes études, mes notes, et que je sois bien intégré dans la société française. C'était son but. Donc parce qu'en 2003, quelques mois après, elle hésitait en fait à rentrer parce qu'il y avait trop de galères. Ça devenait insupportable pour elle. Ça, elle t'en parle ou tu le captes? Non, elle m'en parle plus tard. Okay. Quand je suis à l'âge adulte, elle me raconte. Elle me fait le récit de ce qu'elle avait ressenti à l'époque, puisque j'étais devenu adulte, donc elle pouvait m'en parler, alors qu'à l'époque, elle me protégeait de tout ça. Ouais, bien sûr. Mais oui, il y a des moments où c'était dur. Une fois, je me rappelle, je me suis caché sous la table et je pleurais parce que mon père me manquait. Et donc, le logement, difficulté à en trouver un. Vous arrivez un peu à en trouver un ou vous faites un peu des sauts de puce en fonction de ce que vous pouvez faire? Alors, comme souvent, quand t'as pas les paplards, donc forcément, c'est une sous-location. Souvent, c'est bouche à oreille de la diaspora. Donc, on arrive à trouver des trucs, mais il n'y a pas vraiment une situation pérenne où tu t'habites dans un truc et c'est si le propriétaire, il veut que tu partes parce qu'il en a besoin, tu pars et ça nous est arrivé plein de fois. Il y a une fois, on rentre de week-end, on était chez des amis, on rentre et la dame, elle nous dit demain, j'ai besoin de mon appart, je suis désolé. La veille pour le lendemain. Ouais. Donc là, à ce moment-là, je commence à être confronté à nos problèmes parce que ma mère peut pas me les cacher. Ouais. À chaque fois qu'elle pouvait pas me les cacher, c'est là que je les voyais. Donc il y a eu plein de fois où on a habité sur une semaine, par exemple, 4 départements différents. Ah, wow. Donc quand je parle à des gens, à des amis, à chaque fois je dis j'ai habité partout. J'ai déménagé 14-15 fois parce que c'est vrai, tu passes une nuit à Choisy-le-Roi, le lendemain t'es à Sèvres. Et après, t'es dans le 13e arrondissement de Paris. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai voulu garder quand j'étais au collège, c'était rester dans la ville où j'ai grandi parce que j'avais commencé à construire mes amis d'enfance et ce lien-là. Et c'était le seul truc stable dans ma vie. Donc je voulais pas, même au lycée, parce que j'étais pas dans le secteur par rapport à mon adresse, le principal du collège en 3e voulait que j'aille dans un lycée de ma ville. Et je disais non. Et donc, je suis resté focus dessus pour avoir cette stabilité-là. Et je me souviens, quand on s'est parlé un peu en off, tu me disais, du coup, au vu de cette instabilité au niveau du logement, tu faisais des trajets quand tu étais plus jeune de dingue. Bon, quand j'étais en primaire, on a eu les problèmes de logement. Il m'est arrivé de faire Montreuil à Alfortville à 10 ans, prendre le métro tout seul. Et c'est un truc, ma mère, elle aime pas en parler. Quand je lui en reparle, elle me dit, m'en parle pas. M'en parle pas. Parce que c'est quelque chose qui l'avait peiné, parce qu'elle l'avait fait à contre-cœur. Donc des fois, elle me déposait, elle m'accompagnait jusqu'à la station de métro pour vérifier que j'étais bien dedans. Et ensuite, elle partait à son taf. Mais des fois, quand il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'heure, t'y allais tout seul, mon grand. Et donc je faisais des trajets. Et en vrai, en grandissant, j'ai dit, en fait, c'était un trajet de fou. Tu fais 1 heure de métro avec une correspondance à 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ça serait impossible avec l'insécurité actuelle, mais même déjà à l'époque, et ma mère, quand tu lui en parles, en fait, t'as l'impression de lui planter un truc qui lui fait mal.
Donc, j'en parle pas avec ma mère, tu vois, mais moi, j'en rigole aujourd'hui, tu vois. Je dis, putain, j'étais chaud. Et tu te souviens de si t'avais peur ou pas quand t'étais... Parce que t'as Oui, 10 ans... bah, j'avais très peur, mais je me disais aussi que j'avais pas le choix. Paradoxalement, l'aller me faisait moins peur que le retour, alors que l'aller, il y avait plein de changements. Le retour, ma mère, elle voulait que je l'attende à la bouche de métro. Je prenais le bus de mon école primaire jusqu'à une station de métro. Elle me donnait de l'argent de poche, j'achetais une petite part de pizza qui se vendait là dans les camions. Et j'attendais dans la station. Et tu bouges pas. Je viens te chercher. Et moi, ça me faisait plus flipper que de faire les correspondances. Parce que tu te dis, si je me fais enlever là, tu sais, t'as 10 ans. Et t'avais pas de téléphone encore? Ah bah à l'époque, il y avait pas de téléphone. J'étais en primaire. Le téléphone, j'étais en 6e. J'avais pas de téléphone. Donc ta mère, elle te dit, tu bouges pas de là. Mais il suffit qu'elle ait une galère au taf. Donc elle finit un peu plus tard. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à comprendre qu'on n'a pas les papiers non plus, donc tu te dis, est-ce qu'il lui est arrivé une folie, tu vois? C'est déjà arrivé ou pas que tu l'attendes et que tu dises, ah, est-ce qu'il s'est passé un truc? Bah, au métro, quand je l'attendais, quand à son taf est terminé même juste 20 minutes plus tard. Ah, tu t'inquiétais, quoi. Et donc je m'inquiétais, donc je commençais à regarder l'heure, je me disais, waouh, si elle n'est pas là dans 30 minutes, c'est chaud. Mais en même temps, elle m'a dit de m'éloigner quand il y avait la police, donc qui je vais voir? C'est une galère et qu'elle n'est pas là dans 1 heure encore. Donc oui, ça me faisait plus flipper que faire le trajet. Mais maintenant que j'ai grandi, je me dis, en vrai, le trajet... Technique. Ouais, technique de dingue. Technique de dingue. Et c'est pas normal qu'un enfant de 10 ans soit obligé de faire ça. Mais en même temps, sur le moment, tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça, je pense que ma mère aussi, ça lui fait mal. Et sur le... parce que tu sais, des fois, je raconte à des gens, à des potes, que j'ai déménagé 14-15 fois. C'est énorme, 14-15 fois. Est-ce que tu as ressenti à cette époque, quand vous saviez pas trop si vous alliez où vous allez dormir et à combien de temps, est-ce que tu as ressenti la peur ou l'insécurité, ou tu étais en pilote automatique en disant bah, j'ai pas le choix, on fait comme on peut? Bah là, pour le coup, j'ai vraiment senti la peur parce que c'était le logement, c'était l'insécurité du logement, l'incertitude du logement. C'était vraiment la première fois que j'étais confronté à notre situation, nos problèmes et notre situation. Et je me souviens qu'une fois, on a passé toute la journée à chercher où dormir, parce que ma mère voulait aller dans un hôtel Sauf que les hôtels nous refusaient parce que une mère célibataire, pour eux, parce qu'elle était toute seule, avec un enfant mineur, bah, les hôtels abordables avec les moyens de ma mère, c'était pas possible parce que soit des hôtels de passe, donc ils voulaient pas qu'il y ait un enfant dedans, tout ça. C'était un peu compliqué, donc il y a eu ce jour-là où on a cherché. Et je me souviens qu'on s'est arrêté, on s'est posé, elle m'a acheté un sandwich. Et là, il y a quelqu'un qui l'appelle. Des amis. Chez qui on a habité la première fois. Parce qu'après, les relations étaient tendues avec les recherches et tout. Mais après, on a fait table rase de tout ça. Donc, on est restés proches. Et donc, l'ami de ma mère nous appelle. Elle dit, ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé à la maison. Et c'était l'été, je me souviens très bien. Venez. Et il est quelle heure à ce moment-là? Genre le soir, quoi? Vers 17-18 heures. Donc, c'est vrai que c'était l'été, donc il faisait jour. Mais on était fatigués. On avait marché, on avait fait toute l'avenue d'Italie jusqu'au Kremlin-Bicêtre. Et donc, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était une folie. Ma mère, elle était au bout de sa life. On a cet appel et on passe de mémoire 3 semaines chez eux. Et donc, pendant les 3 semaines, t'as 3 semaines de répit, même si tu cherches des solutions, mais au moins t'es pas dehors. Et c'est un truc où c'est une reconnaissance et c'est un truc pour moi de fou, c'est de savoir que malgré tout ça, les 14-15 fois ou les fois où t'arrives à 20h, on te dit j'ai besoin de mon appart, on n'a jamais dormi dehors. Et ça, c'est une folie. Tu te demandes aujourd'hui comment elle a fait ta mère pour... parce que c'est surhumain. Moi, j'aurais pas tenu. En tant qu'adulte là, à mon âge là, si je vis un truc comme ça avec un enfant, parce que déjà même tout seul, tu deviens fou. Mais avec un enfant, mais j'aurais pas tenu. Et dans tout ça, entre temps, ma mère perd sa mère. Ma grand-mère maternelle. Qui est Amada. Voilà. Et quand t'as pas, donc en 2004, et quand t'as pas les paplards, les papiers, tu peux pas revenir. Bah non. Donc, elle peut pas enterrer sa mère, ma grand-mère, avec qui m'a élevé aussi. Donc, moi, là, c'est ma première grosse blessure, en plus de chercher les logements. T'as quel âge à ce moment-là? 2004, j'ai 11 ans. D'accord. Donc, ma mère m'annonce le décès de ma grand-mère. Et là, je fonds en larmes. Elle voulait pas me le dire au début. Elle voulait pas me le dire
Mais en fait, comme je pense qu'elle a pleuré toute la nuit, qu'elle était pas bien visuellement, c'était un samedi, le jour des obsèques. Du coup, elle me le dit, elle m'envoie pas à l'école, parce qu'à l'époque, il y avait l'école primaire le samedi. Donc, c'était très dur. Et je me dis aujourd'hui, mais comment ma mère a fait pour traverser tout ça? Elle m'a dit, c'est toi qui m'as fait tenir. Ouais, mais bien sûr. C'est toi. C'est toi, c'est grâce à toi que j'ai pu traverser la période où je perds ma mère. C'est grâce à toi j'ai pu traverser notre période à nous. Parce que tout ça, c'était pour toi. Et c'est aussi pour toi c'est pour ça que je suis pas rentré en 2003, parce que je dis, on est venu pour lui, il est bien intégré dans la société française, l'école ça se passe bien, il a des amis, on va rester. Tu parles, au tout début, tu me dis, moi j'aimerais parler du gros mot de l'incertitude. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par là? Bah, quand tu te réveilles le matin, en fait, généralement, un enfant normal, quand tu te réveilles le matin, t'as un peu le scénario de ta journée. Tu vas à l'école, tu prends ton goûter, tu rentres chez toi et tu fais tes devoirs et c'est fini. Et bah moi c'était pas ça. C'était tu vas à l'école, mais est-ce que ce soir on va encore dormir ici? Est-ce que notre situation va s'améliorer ou est-ce que ça va être pire? Et papa comment il va? Et c'est des trucs normalement à ton âge tu dois te focus juste. Et c'est ce que ma mère voulait. Ouais. Que je sois focus. Je voyais quand même que ma mère se démenait. Elle faisait 3 tafs en même temps dans la semaine. Donc des fois, j'osais même pas lui demander un truc. Mais bien sûr. Je lui disais, achète-moi ça, non. Ouais. Et elle, justement, elle voulait pas ça. Elle voulait pas ça. Donc mon péché mignon, c'était la gourmandise à cet âge-là. Donc elle me privait jamais de quelque chose que je voulais manger. Mais elle se privait elle. Elle se privait mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. Bien sûr. Toi, t'as le ventre rempli, t'es content. T'es repu et en fait elle a le ventre vide. Moi j'ai toujours cru que ma mère aimait pas les kebabs et les burgers, mais à l'âge adulte je découvre qu'en fait elle aime son petit kebab et tout, mais juste elle pouvait pas en acheter les deux et donc elle préférait m'en acheter un que plutôt de le partager avec moi. Et tu parles de ton père parce que c'est vrai que donc vous vivez ce moment qui est difficile avec la perte de ta grand-mère, vous êtes encore en précarité par rapport au logement, tout ça, vous vous accrochez. Les relations avec ton père, comment ça se passe? T'arrives à l'avoir au téléphone? Alors, c'était une époque où, du coup, on n'avait pas encore Internet et tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, le seul moyen d'échange, c'était soit par mail. Donc, mes parents échangeaient beaucoup par mail. On a squatté les taxiphones avec ma mère. J'avais mon petit 5 minutes, 10 minutes avec mon père. Et après, ma mère, elle avait ses 20 minutes. Et au bout de 30 minutes, ta carte, c'était fini, quoi. Moi, à ce moment-là, ça me suffisait. Parce que j'avais besoin, par contre, d'entendre mon père. Ah oui. Surtout que j'étais très proche de lui quand j'étais petit. J'étais vraiment un fils à papa. Mais j'étais plus content aussi de voir ma mère parler avec lui. Elle était plus heureuse quand elle était au téléphone avec mon père. Ça se voyait sur son visage que c'était autre chose que les problèmes qu'on avait, quoi. Et le projet, donc, qui est de le faire venir, il en est où à ce moment-là? Il stagne parce que vous êtes déjà dans... On va essayer de se stabiliser, nous. Alors, on a essayé de faire les deux en même temps. Donc, nous, essayer de se stabiliser et en attendant, essayer de faire venir mon père. Sauf qu'à ce moment-là, je crois que c'était cette année-là, où le visa, sa demande est refusée. Ok. Donc là, tu te remanges une bonne droite dans la tête et t'es couché, t'es au sol et tu dois te relever. Donc, moi, je suis petit, donc je me rends pas compte de ça. Mais c'est plus ma mère qui doit encore encaisser ce coup-là et... on parlait avec mon père et comment on fait et ainsi de suite. Et donc, moi, à ce moment-là, je suis au collège. J'arrive en 4e en 2007. Il y a mes potes qui viennent me voir un matin, juste avant l'ouverture du collège. Donc, j'ai 3 de mes meilleurs amis qui me disent « Frérot, faut qu'on te parle. » Donc, moi, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Faut qu'on te dise un truc. En fait, ta mère et toi, vous avez pas les papiers. Donc, ils sont hyper inquiets. Et moi, je leur dis, mais oui, je sais. Je suis au courant. Je suis au courant. Et en fait, ils pensaient que j'étais pas au courant, donc ils voulaient me protéger. Mais quand ils l'apprennent, le premier truc qu'ils me disent, mais pourquoi tu nous as pas dit? On aurait pu t'aider, on aurait pu faire un truc. Donc moi, ça m'avait touché de dingue. Mais à ce moment-là, je leur dis, mais parce qu'en fait, je leur explique le deal avec ma mère, c'est qu'on t'en parle à personne. Bon, en fait, eux, ils l'ont appris parce que ma mère, elle était toujours soucieuse de bien s'intégrer, de suivre mes études. Du coup, elle était toujours membre des parents d'élèves, des groupes de parents d'élèves. Et les parents de mes amis d'enfance en faisaient partie.
Et à ce moment-là, en fait, on reçoit, parce que ma mère avait fait une demande de régularisation, on reçoit un refus de la sous-préfecture, plus un OQTF, qui est à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, on n'avait pas, on n'en parlait pas comme ça. Et on reçoit un OQTF, donc on avait j'ai pas le souvenir du délai, mais quelques mois ou quelques semaines pour quitter la France. Et donc ma mère en panique, elle en parle aux parents d'élèves, qui en parlent à leurs enfants. Donc, mais c'est pas ton ami qui s'appelle Michael, et ainsi de suite. Et donc là, mes amis ils sont dévastés. Donc ils essaient de m'aider, ils essaient de me donner de la force. Donc ce qui se passe, c'est que la récréation de 10 heures, en fait, mes amis d'enfance créent une pétition qu'ils font signer dans toute la cour du collège. C'est ouf. Et donc, à ce moment-là, je vois le truc qui se passe et je suis en panique. T'as quel âge, là? J'ai... alors, on est en 2007, j'ai presque 14 ans, donc 13 ans et demi. Et donc là, je suis en panique. Donc, je vois le truc et je me cache aux toilettes. Je me cache aux toilettes parce que, en fait, ils s'éparpillent dans tout le collège pour faire signer. Et moi, je me cache aux toilettes parce que j'ai ma vie qui est dévoilée, et c'est cette pudeur aussi. Bien sûr. Et t'as peur aussi du jugement. T'as 13 ans et demi, tu sais pas comment ça va être pris. Comment on va t'insulter, on va te soutenir, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et puis tu caches le truc, enfin, t'es tellement en secret avec ce truc depuis tellement de temps que... Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et parallèlement, t'es touché aussi parce que tes amis se tuent pour toi. Donc, je me cache, j'attends la fin de la récré, et je repars en cours vers la fin de la récré. Et par contre, dans la récréation de l'après-midi, là, je sors. Et là, je vois des gens qui viennent me voir. Ouais, j'ai signé ta pétition, j'ai même mis le prénom de mon frère, j'ai mis le prénom de ma sœur. En fait, que de la bienveillance. Et là, tu te dis, waouh, mais je m'y attendais pas du tout. J'ai dit, waouh, ah ouais, il y a du soutien là. Et quelques jours après, on apprend d'autres cas d'élèves qui étaient dans le même cas que moi, en fait, qui ont osé demander de l'aide quand ils ont vu tout ce que j'avais reçu comme soutien. J'ai ma prof principale qui m'a parrainé civilement, et le père de mes meilleurs amis, de mes amis d'enfance. Donc c'est incroyable. C'est un truc de fou. Tout l'amour, en fait, j'appréhendais tellement le moment de la révélation qu'au final, j'étais pas prêt pour tout cet amour reçu. Donc là, c'était une folie. Donc le QTF, je crois, est supprimé. On n'est pas régularisé pour autant, mais le QTF est supprimé. Donc je continue mes études, mais on reprend notre vie un peu... Ça vous enlève quand même un petit poids. Oui, t'as pas l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête où tu te dis que tu dois rentrer. On a tout vendu pour venir. Qu'est-ce qu'on fait quand on retourne là-bas? On n'aura certainement pas le même niveau de vie. C'était compliqué. Donc oui, ça enlève un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais tu rentres dans ta routine de où est-ce qu'on habite. Tu grandis, là, on voit, t'avances, etc. Tu chemines. Est-ce que t'as de la colère? T'as des émotions, j'imagine, qui te traversent tout au long. C'est l'incompréhension. Tu sais, tu te dis, pourquoi nous? Pourquoi on n'est pas comme tout le monde? Parce que même si t'as un échappatoire avec tes amis, tes machins, moi, quand je voyais un petit avec son père, qui le portait sur ses épaules, mais ça me tuait. Parce que ça me rappelait l'époque où mon père faisait pareil avec moi. J'ai dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et je me souviens que ma mère m'avait ramené aux eaux de Vincennes. Et donc, c'était la première fois pour moi et tout. Et on croisait plein de parents. Donc, soit c'était un peu comme nous, genre un enfant unique et les deux parents qui jouaient avec. Ou soit un père et son fils. Moi, ça me tuait. Ça me tuait. C'était vraiment le truc qui me faisait le plus mal, c'était ça. C'était de rencontrer des gens qui étaient semblables à nous. Ouais, tu fais un transfert, mais qui étaient heureux. Et toi, ça intensifie aussi le manque, du coup, de mon père, à ce moment-là. Et surtout, t'arrives à l'âge de l'adolescence, t'as plein de questions que tu peux te poser à ton père. Tu vois? Tu te dis, moi, j'ai un père. Il y en a qui ont malheureusement plus leur père avec eux à ce moment-là. C'est ce que je me dis à cet âge-là. Mais en même temps, c'est comme si je l'avais pas parce qu'il est pas à côté de moi, en fait. C'est une frustration. Et des fois, c'était terrible. Et en plus, le problème, c'est que moi, je pleure pas beaucoup. Je peux être triste, j'ai un terroriste de fou, même quand je suis tout seul avec moi, c'est même pas le fait d'être pudique en public, j'ai pas de larmes qui... T'as déjà pleuré?
quand même, une fois dans ta vie ou pas? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir pleuré une fois dans ta vie? Lors des décès. Ok. J'ai eu quelques décès à l'âge adulte récemment, sur les 3-4 dernières années. C'était le moment où j'ai vraiment pleuré. Sinon, bah, pour l'anecdote, pour mes 25 ans, ils avaient fait une vidéo surprise avec tous mes proches de France et de Mada, avec mon grand-père, mon père et tout. Et j'ai versé quelques larmes. Et là, t'as tous ceux qui étaient à la Nive, mes amis d'enfance, mes cousines. Je l'ai jamais vu pleurer. J'ai jamais vu pleurer. Parce que j'ai du mal. C'est un truc que j'arrive pas à... Bah, mon corps, il le bloque, je pense. Je sais pas si c'est le fait d'intérioriser tous mes trucs depuis que je suis petit, mais c'est un truc compliqué. Donc les rares fois où je pleure, c'est vraiment les trucs tristes. T'arrives au lycée. Ouais. Est-ce que tu rencontres à nouveau des nouvelles difficultés ou ça stationne un peu? Le lycée se passe bien, je m'intègre bien, je suis avec mes potes, j'ai une vie, somme toute, normale au lycée. Nos problèmes sont toujours les mêmes. La bonne partie, c'est que sur la fin du lycée, on va dire sur les 2 dernières années, on est dans le même appart. On ne chasse pas, donc on a cette stabilité-là. Donc je passe vraiment... Le lycée, c'est la meilleure partie de mes études, pré-bac. Et donc je passe le bac. Le problème, c'est que comme j'habite à Bab el Oued, je suis dans mon RERC pour le 2e jour d'épreuve du bac et il s'arrête entre 2 stations. J'avais pris de l'avance de dingue parce que je sais que j'habite loin. Ouais. Et donc là, une folie, je pouvais dans le sens inverse pour prendre un autre itinéraire. J'appelle ma mère, le réflexe de tout le monde. Elle peut rien faire, c'est pas une magicienne, mais ça te rassure de l'avoir au téléphone. Bien sûr. Elle a traversé toutes les galères avec toi, donc là, il y en a une autre. T'as besoin de savoir. Donc, je suis au téléphone avec elle, je fais mon itinéraire. Et quand je te dis que, genre, je sors du métro, il y a 20 minutes de marche, 15-20 minutes de mémoire, de marche, pour arriver jusqu'au lycée, mais avec des montées. Je le fais en courant en même pas 5 minutes. Je sais pas comment j'ai fait. Avec ma mère au téléphone. Je sais pas comment j'ai fait. Mais j'arrive en retard, du coup. J'arrive quand les grilles se ferment. Donc, je sonne, et la chance que j'ai, c'est que la dame de l'accueil à ce moment-là, parce qu'ils étaient 3 ou 4 qui tournaient, elle me connaissait bien. Donc elle me dit, écoute, je vais t'ouvrir, mais si tu te fais poser des questions, tu te fais arrêter par le principe, c'est pas moi, tu fais comme si t'avais grimpé. Donc je cours, j'étais en eau, ma mère elle était là, je l'entends, elle priait. Je l'entendais au téléphone, elle me dit cours, moi je prie. Et j'arrive, au moment où j'arrive devant la salle, il y a le proviseur avec les sujets. Il vient et me regarde. Et il croit que je suis malade ou que je suis stressé. Parce qu'il me voit en eau. Bah oui. Et il me dit, ça va? Et là, je sais pas, j'ai eu un mytho-réflexe. Je lui ai dit, je suis là depuis 7 heures, mais je me sentais pas bien. Et il me voit en eau, donc il me dit, allez vous rincer le visage tranquillou, j'ai pas encore distribué. Et j'ai fait 40 premières minutes sans rien faire, parce qu'en fait, mais bien sûr, je dégoulinais sur ma copie. Donc j'ai rien fait pendant 40 minutes, mais j'étais arrivé. Donc la saveur de ce truc, donc j'ai mon bac à ce moment-là. Et le résultat du bac, ça tombait un 6 juillet 2012, 10 ans jour pour jour, après mon arrivée en France, 6 juillet 2002. Donc la symbolique, elle était incroyable. Donc t'avais ce truc du mission accomplie. On est venu pour mes études, tout ça, mission accomplie. J'étais trop fier. Mais au-delà de... En fait, pour moi, le bac, à ce moment-là, il symbolisait autre chose que les autres, ils étaient contents pour leur bac. Mais moi, c'était en mode, on n'a pas fait ça pour rien. Donc là, j'ai mon bac et... Ta mère, elle réagit comment? Elle est trop contente? Elle est comme une ouf. Elle est trop contente. Elle avait prévenu mon père avant même que je l'appelle. Et à l'époque, elle l'avait appelé en direct. Et le prix d'un appel direct Madagascar, France-Madagascar, c'était pas donné. Donc il y avait trop de joie. Et donc je l'appelle et mon père il me fait, dès qu'il répond, il me dit, ouais, maman m'a dit t'as eu ton bac, c'est bien mon fils. Et donc la joie, elle était incroyable. Mais j'ai été l'homme le plus heureux du monde. J'étais au sommet. Donc moi, je suis pris, à l'époque, c'était APB. Je suis pris pour un BTS. Et je dois m'inscrire. Et je reçois les docs, la fiche d'inscription avec les docs qu'il faut. Donc là, tu peux pas t'inscrire si t'es pas en situation régulière. Donc là, c'est les problèmes. Donc on fait notre première demande à la préfecture
avec ma mère. Donc, elle me dit, il faut qu'on fasse notre demande. À l'époque, il fallait prendre des rendez-vous. Donc, on a eu la chance d'avoir un rendez-vous en ligne alors que ça fait des mois et des mois qu'on essayait. Et ça tombait sur un moment où ma mère, elle avait un engagement professionnel où elle pouvait pas. Et elle pouvait pas se permettre de perdre son taf. Donc, c'est le beau-frère d'un de mes amis d'enfance qui m'a accompagné. Ok. Donc, moi, j'étais en stress. Tu sais, quand t'arrives à la préfecture, à l'époque, je crois qu'aujourd'hui, c'est sur rendez-vous, mais à l'époque, tu fais la queue, mais t'es pas sûr de pouvoir rentrer. Donc, t'as des gens qui arrivent à 5 heures du matin. Toi, tu crois qu'en arrivant à 6 heures, t'es le boss. Et en fait. Mais non, t'es au fin fond de la queue. Et t'arrives, si la police, au moment où tu rentres, le policier il te dit non, désolé, il y a le quota, vous revenez demain, bah, t'es foutu. Comment se passe le rendez-vous? Donc, on arrive et la dame nous dit au début, parce qu'en fait, on y va, quand tu fais ta demande, tu dois justifier par quels critères. Et non justifier par le critère de si t'es arrivé en France avant tes 13 ans, avec 5 ans de présence régulière et une scolarité. Et une bonne scolarité pendant 5 ans. Donc je cochais ces cases-là. Ouais. Donc on fait cette demande. Et là, la dame nous dit, non, ça marche. Ce critère-là est viable seulement si l'un des deux parents au moins est en situation régulière. Donc là, tu te dis, waouh. Douche froide. Douche froide. Comment je fais pour m'inscrire au BTS? Et donc à ce moment-là, la dame, on insiste un peu. Elle demande à sa collègue, sa responsable derrière. Et elle revient, elle dit oui, c'est OK. Donc la semaine prochaine, vous revenez avec tout ce que vous pouvez ramener comme justificatif de votre présence en France depuis 5 ans, donc avant vos 13 ans, ramenez-moi tous vos documents. Ok. Je le dis à ma mère. Et en fait, ma mère, faut savoir que depuis qu'on est arrivé en France, et aujourd'hui encore, elle a toute notre vie. Donc, depuis qu'elle est arrivée, même quand elle était en situation régulière, elle travaillait au noir, elle déclarait ses impôts. Elle déclarait ses revenus, elle faisait, elle gardait tout ce qui est assurance de l'enfant, c'est souvent ce qui est demandé quand l'enfant est en primaire, comme justif de présence. Si j'ai rejoint des associations sportives, elle gardait la licence, elle avait tout. Donc on a un dossier comme ça. Aujourd'hui encore, le dossier il est chez moi, à côté de la porte de ma chambre. S'il y a le feu, le truc tu l'emmènes et il y a tout dedans. C'est toute notre vie. Et donc on arrive à la préfecture avec ce dossier-là. Donc là c'était en 2012, donc on a 10 ans. Et on va voir la dame, on vient voir le guichet et c'est une autre personne forcément. Et elle nous dit non, c'est pas possible. On lui dit si, on nous avait dit que si on ramenait nos justificatifs de présence, votre collègue était parti voir derrière. Et donc là, elle dit bah attendez, je vais voir, montrez-moi vos justificatifs. Je vais aller voir ma responsable. Donc là, ma mère elle sort le justif, donc il fait cette taille-là, tout rangé dans l'ordre chronologique, détaillé par critères. Donc c'était vraiment très lisible. Tu peux le tourner tranquille. C'était pas un casse-tête. Et ma mère, elle m'avait toujours appris ça. Des trucs administratifs. Faut être carré. Si t'arrives avec des trucs mélangés, là, pas la bonne photocopie, tu vas saouler la personne. Ça va pas t'arranger. Et viens présentable. Donc, la dame part avec notre big dossier et elle va voir sa responsable. Donc, il est vers 11h20. Et là, 12h20, elle est toujours pas revenue, la dame. Et là, il y a de moins en moins de monde à la préfecture. Et à un moment, il y a plus personne. Il y a plus de guichet, il y a vraiment plus personne. Il reste nous. Et le guichet de la dame vide. Et donc, ma mère, qui est très croyante, me dit prie parce que c'est en train de se jouer là. Et il est presque 13h quand la dame revient. Elle dit c'est bon, monsieur. Je vais vous faire votre récépissé. Le temps de valider de fabriquer votre titre de séjour. Donc là, waouh. Mais tu t'en rends pas vraiment. Tu dis waouh, c'est vraiment les mots que j'ai entendus là. Donc, je le sais, mais à ce moment-là, je suis tellement en joie que je lui demande et je peux m'inscrire pour mon BTS avec ça. Elle me dit oui, c'est une pièce d'identité. Vous êtes en situation régulière maintenant. On va vous régulariser. Ta mère, elle réagit comment? Elle me prend dans ses bras, porte des larmes, des petites larmes, même ma mère. Et en fait, on réalise pas, mais on réalise. Ça veut dire qu'on est heureux et il y a le poids parce qu'on avait aussi le délai de l'inscription au BTS. Il y avait ce poids-là, donc il y a tout qui retombe. Puis le poids des années aussi. Le poids des années. À ce moment-là, ma mère, elle n'est pas encore régularisée, mais c'est comme si elle l'était, parce qu'en fait, on était en mode,
il y a une étape Ouais. qui a été franchie, mais une grosse. Je me souviens que j'ai appelé ma prof principale qui m'avait parrainé et on n'avait plus été en contact, on était amis sur les réseaux, mais en contact direct au téléphone depuis 2008, donc 4 ans. Je lui dis, ça y est, j'ai été régularisé. Et à ce moment-là, en plus, du coup, j'étais plus, après le lycée, je traînais plus dans la ville. Ouais. Et quand j'y allais pour voir mes amis, je croisais des gens qui étaient dans mon collège. Mm. Donc on est à 5-6 ans après, qui me disaient, alors, c'est bon Et ça me rendait... je souriais bêtement. Ouais. C'est comme au moment de la pétition, quoi. Mm. Tu t'attends pas à recevoir autant d'amour. T'as toujours peur du jugement par réflexe pour te protéger. Et tu reçois plein de... J'ai pas eu de trucs malveillants, quoi, tout sur toute cette période-là. Mm. Et donc, je fais mes études supérieures et j'arrive à avoir mon master. Et donc, à ce moment-là, ma mère, lors de la remise de diplôme, donc ma mère, elle me murmure dans l'oreille, ça y est, j'ai fini ma mission, c'est à toi de jouer. Mm. Et moi, à ce moment-là, vraiment, c'est l'accomplissement, quoi. Tu m'étonnes. Mes parents, ils ont voulu une vie meilleure pour moi. Moi, à un moment, j'avais fait une pause dans mes études. J'ai repris parce que je me suis dit, tu peux pas. C'est un manque de reconnaissance envers mes parents. Donc, je faisais mes études supérieures vraiment pour leur rendre ce qu'ils m'avaient donné, le sacrifice qu'on avait fait tous les trois. Et du coup, à un moment, ça m'a pesé aussi Bien sûr. sur des choix d'orientation. Moi, j'avais pas ce truc assez libre de dire, ouais, je suis passionné par ça, je vais faire ça. Ouais. C'est en mode, faut un truc avec des débouchés, faut des études où le nom quand même claque un peu. Donc, j'ai fait un master RH, mes parents, ils sont contents, tu vois. Mon père, il dit à tout le quartier, mon fils, c'est un RH, mon fils, c'est un RH. Comme ils vivaient leur bonheur à travers le mien et mes réussites, et du coup, leur malheur, c'était mes échecs, je pouvais pas me permettre d'échouer. C'était l'objectif, c'était ça. Et du coup, depuis que j'ai ce master-là, et que je suis rentré dans la vie active, il y a un autre angle pour moi. Bien tu vois, sûr. là, c'est vraiment, tu vis pour toi. Donc, t'obtiens ce bac, bravo encore, hein, ça remonte, mais bravo Ouais, encore. ouais. T'obtiens le bac, toute la partie études sup, tu cartonnes, très bien. On en est où avec ton père, du coup? Entre le premier refus en 2003 et 2013, on a essayé plusieurs fois, donc il y a eu des refus. Et en 2013, franchement, on constituait le dossier, tout était béton, donc on s'attendait vraiment pas à un refus, quoi. Ouais. On était quasiment Sûr de nous. Je sais qu'à ce moment-là, il y a peut-être des gens qui veulent nous nuire. Donc peut-être nous on soupçonne des choses, des dénonciations anonymes ou ce genre de choses. Donc à ce moment-là, t'as des trucs, des rumeurs, ce genre de choses. Donc que ça soit pour mon père, les gens lui disent des trucs genre ton fils il t'a oublié, ta femme elle s'est remariée avec un Français, il sait plus à quoi tu ressembles ton fils, machin, des trucs blessants, vraiment pour blesser. Et nous de notre côté, pareil, on me disait ouais, t'as des frères et sœurs là-bas, t'as des demi-frères, ton père il a refait sa vie, il s'est remarié, tu vas voir si tu y vas par surprise, il a 5-6 enfants. Il t'aime plus. Et nous, on a cette chance, c'est que cette histoire, notre vie, nous a soudés tous les trois. Vraiment, on s'aime tellement tous les trois que forcément, quand on te le dit, ça te fait mal et dans ta tête, tu fais « Oh, la folie ». Mais on n'a jamais vraiment douté. Et donc, à ce moment-là, t'as mal. Et ma mère est régularisée en 2014. Ok. Donc, elle arrive à être régularisée en 2014 avec une dame. Elle a eu la chance d'avoir une dame très bienveillante à l'accueil de la préfecture qui, au moment où elle reçoit son dossier, parce que c'est important, ils le sont pas tous. Donc en 2014, elle est régularisée et donc on a pour projet de revenir à Mada tous les deux. Là, ça faisait combien de temps que vous aviez pas vu ton père? 2014, ça faisait 12 ans. Donc le projet, c'était de partir en 2015, donc 13 ans après notre départ, sans avoir vu mon père physiquement. Et donc on part en 2015 pour le retour. Ce qui est drôle, c'est qu'on arrive le 14 février. Et je me souviens, j'avais dit à ma mère, j'avais fait une vanne à ma mère, je lui ai dit, écoute, quand on arrive, je sais que t'es pas dans les trucs commerciaux, des fêtes commerciales, mais Saint-Valentin, moi je vais chez ma cousine et vous kiffez tous les deux. Ouais.
Donc on arrive à l'aéroport. Toi, t'es stressé ou pas? Je stresse de dingue. Il y a plein de questions dans ta tête. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui nous attend, en fait, à nous trois, là, qu'on va se retrouver? Comment on va se comporter? Donc moi, je me dis, moi, je pleure jamais, mais le truc est tellement fou que je serais capable de pleurer peut-être en arrivant. Je me dis, ma mère, c'est sûr qu'elle va pleurer, elle est assez émotive. Mon père, il va jamais pleurer, parce qu'il est très à l'ancienne, ou il est très pudique sur ses sentiments. Donc quand on arrive, on sort de l'aéroport, et je cala pas ma valise. Je laisse ma valise. Genre, en fait, je suis avec mes valises, et au moment où je vois mon père, mes mains lâchent les valises, et je vais vers mon père. Et en fait, quand j'étais petit, j'avais dit à ma mère, quand papa va arriver, je vais courir dans ses bras. Bon, là, j'étais trop grand, mais là, du coup, j'ai ramené mes bras à mon père. Et donc, je le prends dans mes bras, et on était heureux, on souriait, on était heureux. Donc, je vais pas pleurer, machin, et tout. C'était vraiment la joie. Et ensuite, il y a ma mère qui vient voir mon père. Et à ce moment-là, mon père, il prend ma mère dans ses bras, il la relâche, et là, il verse des larmes, et moi, j'ai jamais vu mon père pleurer de toute sa vie, quoi, de toute ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là que je me rends compte que, au final, c'était très dur pour tous les trois, mais je pense que c'était encore plus dur pour lui, parce qu'il était tout seul. Parce que ma mère, ce qui l'aidait à tenir, c'était moi. Moi, quand j'ai commencé à connaître les problèmes et être confronté face à ces problèmes-là, j'avais ma mère. Mais mon père, il a dû tout affronter tout seul. Et donc, c'était un peu... Et c'est là que tu te dis, waouh, il en avait gros, le pauvre. Il en avait gros. Donc, j'étais content d'être là. Donc, à ce moment-là, on profite. Et du coup, en fait, 14 février, je les ai pas laissés ensemble. Premier jour où je retrouve mon père, je pouvais pas. Donc, je dis, maman, je suis désolé, mais on va rester tous les trois. Et donc, elle m'a dit, non, c'est pas grave, c'est normal, et profite. Et en fait, la folie, c'est que pendant une semaine, mon père et moi, on avait des remontées comme ça, on était posés, par exemple, comme ça, et d'un coup, il vient, il m'attrape les joues. Il me dit, mon fils, t'es là. Il se souvenait à nouveau que... Ouais, et tu réalises, en fait, c'est comme si tu te dis, pince-moi. Et moi, pareil. Et ce qui a été mignon, c'était que mon père, je l'ai quitté, j'avais 9 ans. Je reviens à 22 ans. Dans sa tête, j'avais 9 ans. C'était mon fils. Parce qu'il a fait un truc, à l'époque, il fumait encore. Il fume plus aujourd'hui, mais à l'époque, il fumait, donc il a demandé au chauffeur de s'arrêter pour acheter sa clope. Il remonte dans la voiture et il me donne un bonbon. Mais genre, moi, c'était trop mignon, tu vois. Genre, en temps normal, tu te dis, ouais, le petit, il a 22 ans, tu lui donnes un bonbon, mais lui, il voulait reprendre son rôle de père. Genre, j'ai pas pu te montrer de l'affection, un petit geste tendre, un petit truc anodin pour quelqu'un, mais... Et là, il me donne ça, moi j'ai pris le bonbon, tu vois, j'ai dit, ah, c'est mignon. Tu vois. Et c'est bien de rappeler aussi, parce que tu dis, finalement, ça a été super dur pour nous trois, mais celui qui a peut-être le plus souffert dans l'histoire, c'est lui, parce qu'en effet, toi, avec ta mère, vous étiez un binôme, et lui, à distance, c'est aussi rappeler le poids que c'est d'avoir des proches à distance, très très loin, qui vivent une situation qui est tout aussi compliquée, avec pas la proximité physique, tout ça. Déjà, c'est une histoire de dingue que tu nous racontes, et tu peux être fier d'être là où t'es aujourd'hui. C'est ce truc-là, c'est mon histoire, elle m'a permis aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que quand je traverse un truc dur dans ma vie, parce qu'on a tous des hauts et des bas, même depuis ma régularisation, c'est les trucs durs que j'ai vécu avec ma mère, avec mes parents, qui me font dire, écoute, t'as traversé un truc plus dur que ça. Tu vas t'en sortir. Ça veut dire que, autant avant c'était très dur, mais maintenant quand je suis dans la pénombre de ma vie, je sais qu'il y a une lumière au bout. Parce que t'as traversé un truc pire que ça. Qu'est-ce que tu dirais que ça a construit chez toi, cette histoire? Je prends du recul sur beaucoup de choses de la vie. Vraiment prendre la réflexion et pas faire vivre que les sentiments, genre je suis fâché là, je suis machin là. Je prends le temps. Et ça m'a construit aussi, ça m'a apporté aussi mon socle. Donc mes amis d'enfance, on se voit peut-être 3 fois dans l'année alors qu'on est dans la même région. Mais c'est mes frérots parce que ils ont fait leurs preuves. Les mêmes qui ont fait signer la pétition. Ceux qui ont fait la pétition, c'est mes frérots, ils ont fait leurs preuves. Ça veut dire que normalement, dans une relation, que ça soit amicale ou amoureuse, tu dois arroser la relation pour que la plante. Mais eux, ils sont arrivés avec un arbre, ils l'ont planté. Qu'est-ce que tu veux prouver de plus? Même si on grandit, on change tous
dont on évolue tous dans nos réflexions et tout. La base est là et on se retrouve vraiment. Je suis hyper reconnaissant envers eux et leurs parents. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec l'incertitude? Je vis avec, alors qu'avant, je la subissais, cette incertitude. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Ouais. Je compose la vie. Ton père, donc le projet, en effet, initial, c'était qu'il vous rejoigne. Maintenant, vous avez cette possibilité d'aller le voir. Ouais. Comment est-ce que tu envisages la suite? Est-ce que c'est de se dire, on se retrouve à Mada et on fonctionne comme ça? Alors, le but, c'est toujours qu'ils nous rejoignent. Mais on a cette chance de pouvoir aller à Mada quand on peut. Et donc, c'est temporaire, quoi. C'est pour se voir temporairement, mais ça fait plaisir. J'en reviens, cette année, je suis parti le voir 2 fois. C'était la première fois que je revenais sans ma mère. Ok. Donc, c'était la première fois que mon père et moi, on allait vivre, nous allons vivre en tant qu'adultes. Donc, on appréhendait au début. Et au final, beaucoup d'écoute. Et c'est pas trop la nature de mon père de base. Mais beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. Et en fait, à chaque fois, on en sort grandi et différent. On apprend sur l'autre. Tu chéris chaque moment. Et les au revoir sont terribles avec mon père. Les au revoir sont terribles. C'est vraiment un déchirement parce que tu sais pas. C'est différent quand tu sais que la personne part et va revenir. T'as une deadline, un délai. Mais là, tu sais pas quand est-ce que tu peux revenir, que tu pourras revenir. Mais du coup, c'est bien parce que tu les chéris encore plus. Oui. Étant donné que tu as cette incertitude, encore une fois, qui est toujours sur ton épaule, jamais très loin. C'est toute ma vie, l'incertitude. Et ça, je pense que je l'amène avec moi dans ma petite poche. Mais c'est très dur. Mais ça te permet aussi de quand je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'a apporté, tu relativises, mais du coup, tu prends. Tu prends ce que tu as. Dès qu'il y a un bon moment, tu prends. Des fois, je fais vraiment une sorte de photo mentale je me pose comme ça, je suis à la plage avec mon père. Et je profite. Pour te donner un exemple, quand j'étais parti à New York avec mes amis d'enfance, donc ils connaissaient mes problèmes, on était sur un rooftop, et on se pose, et il y a un de mes potes qui me dit, frérot, t'as vu tout ce que t'as traversé depuis que t'es parti de Mada? Et là, t'es sur un rooftop à New York. Et là, je me pose et je dis, waouh. Si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, ben alors je t'aurais rionné. Ça m'a vraiment fait grandir sur ma façon de voir la vie en général. S'il y a parmi les gens qui écoutent le podcast, qui nous regardent, s'il y a quelqu'un, que ce soit un enfant, un ado, peu importe l'âge, qui vit la même situation dans laquelle toi t'as été il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider et peut-être l'accompagner, lui apporter un peu de réconfort? C'est très dur, c'est très très dur. Mais accroche-toi, lâche pas. Et surtout, si tu as une personne ou des personnes de confiance sûre, parle-en. Échange. Parce que je sais, j'ai été dans ce cas-là, dans ce genre de situation, tu t'en parles peu de cette vie-là, de peur du regard ou juste parce que tu es pudique aussi. Mais faut en parler. Alors, pas toute la terre non plus, parce que c'est surtout dans notre société actuelle, c'est compliqué, ce genre de situation. Mais si t'as des proches, ça suffit. Je vais te poser quelques petites questions. C'est le nouveau rituel. La première, c'est de savoir si tu peux dire qu'aujourd'hui, t'es heureux. Je peux pas, après avoir traversé tout ça, dire non. Je suis obligé par la situation de te dire oui. Parce que si je te dis non, le moi d'il y a 20 ans, il me mettrait 2-3 gifles en me disant, mais t'es sérieux? T'as vu tout ce que t'as traversé? Comment c'était galère? T'as vu ce que t'as aujourd'hui? Tu peux pas dire non. Donc, je suis obligé de te dire oui, même si on n'est jamais pleinement heureux. C'est sûr. En tant qu'humain de base, parce qu'on est éternel insatisfait, mais je suis reconnaissant aujourd'hui et heureux. C'est quoi la plus belle chose qu'on ait pu te dire dans ta vie, si jamais t'as quelque chose? Moi, je pense que c'est quand ma mère, elle m'a dit, je suis fier de toi. Quand j'ai eu mon bac, elle m'a dit, je suis fier de toi. C'était, c'est bateau, parce que c'est souvent ça qu'on dit, c'est quand ma maman, machin. Ouais, mais dans ton histoire. Dans mon cas, quand ma mère, elle me dit, je suis fier de toi, c'est une manière de me dire, merci de pas nous avoir trahis. Pour moi, je le vois comme ça. Avec plusieurs autres phrases, des je t'aime et des je suis fier de toi
le vrai sens des mots, mais son « je suis fier de toi », il veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et la manière dont elle me l'a dit, sobrement, à l'image de ma mère, subtilement, mais avec le regard et l'intensité du moment, ouais, je me souviens exactement où j'étais, à quel moment et comment ça s'est passé. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie? Ça s'arrête que quand c'est toi qui le décides. Donc continue, ça sera dur, tu passeras par d'autres chemins que les autres. J'ai rien fait comme tout le monde, que ce soit mes études ou ma vie, rien n'a été linéaire. Chacun son chemin. Et donc lâche pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait, quand je traverse des trucs pas toujours ouf, bah, je me dis, écoute frérot, lâche pas. Fais ton truc, fais ta vie, ça passera. Et la dernière question, c'est de quoi est-ce que tu as envie de te souvenir toute ta vie? Ouais. Elle est pas facile cette question. Technique. Bah, paradoxalement, de ma vie, de nos galères avec... Alors je dis mes parents, mais j'aime bien dire ma mère parce que j'ai une reconnaissance mais illimitée envers ma mère. Au-delà du fait que ça soit ma mère, en tant qu'adulte, quand je me refais le parcours de ma vie, l'être humain que c'est cette dame, tu vois, genre même si j'avais été extérieur à l'histoire, mais madame, je vous serre la main, chapeau bas, quoi. Comment t'as fait? Et parfois, il y a une question que je me pose souvent, et la réponse change tout le temps. C'est, je me dis, si un jour on te demande, est-ce que tu regrettes d'être venu en France, d'avoir quitté cette vie-là? Qu'est-ce que tu répondrais? Des fois, je me dis ça. Je me dis, si on te demande ça, bah, la réponse, elle varie tout le temps. Là, aujourd'hui, si tu te la poses là, maintenant, tout de suite, tu dirais quoi? Bah, je te dirais, je regrette pas. Parce que, en vrai, ça m'a permis de grandir. Ces trucs durs et, ça m'a construit, ça m'a permis d'avoir les amis, le socle que j'ai. Et si j'étais pas venu en France, j'aurais été forcément une autre personne. J'aime bien la personne que je suis devenu, quoi. L'humain que je suis devenu, sans me jeter de fleurs ou quoi, mais je suis satisfait. Je peux être meilleur. Bien sûr, et comme tout le monde. On tend tous à aller vers ça, mais je suis content. Et du coup, aujourd'hui, je te dirais oui. Mais selon la situation, je peux te dire non aussi parce que il y a plein de trucs que j'ai manqué là-bas, il y a plein de choses que j'aurais aimé vivre. Et des fois, tu te dis, et si j'étais pas venu, il se serait passé quoi pour ça. Si j'étais pas venu en France, ben on serait tous les trois, mais tu sais pas si notre amour aurait été si fort. Parce que tu connais pas les aléas de la vie. Donc, je suis reconnaissant de ça. J'allais te dire, mais est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé aussi à faire ce podcast? Je pense qu'il y a de tout, mais en tout cas, ce qui ressort là, c'est et la puissance de ton histoire et l'amour que t'as pour tes parents, qui, je trouve, transpire. Bah, je pense que j'ai un amour inconditionnel et illimité pour eux. Mais pour faire ce qu'ils ont fait, c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié leur vie de famille, leur vie personnelle. Ma mère, elle est passée d'analyste programmeur à nounou. Et elle kiffe son taf. Et après, elle a passé ses diplômes pour être assistante maternelle et tout. Mais je le fais aussi parce que j'aurais aimé voir quelqu'un raconter comme je raconte là, au moment où je l'ai vécu. Ça m'aurait donné une force de dingue en me disant « Ah ouais, lui, il a vécu ça. Et il s'en est sorti. Ah ben moi aussi. Ouais. Alors. » Et merci pour ça, merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir posé ton cœur sur ce canapé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker et le partager aussi. Et à très bientôt sur un nouvel épisode des Gros Mots. Cet échange avec Mike m'a appris beaucoup de choses. L'incertitude fatigue, elle fragilise, elle isole, elle donne l'impression que tout peut basculer. Mais c'est dans l'incertitude que se mesure la solidité des liens. Ceux qui restent, ceux qui tendent la main, ceux qui aiment assez fort pour nous empêcher de tomber. Dans un monde fracturé, où des vies restent suspendues à une décision, son histoire résonne plus que jamais. Mike nous rappelle qu'il est impossible de faire disparaître l'incertitude. On ne l'efface pas, on la traverse. Vivre avec l'incertitude, c'est aussi apprendre à revenir à l'essentiel, à saisir les moments quand ils se présentent, à reconnaître la lumière quand elle passe, à ne pas repousser la joie plus tard. Le reste appartient à demain.